Bonjour à tous. Alors, dans cette présentation, on va discuter des bancs de tests. Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place des bancs de tests? Quelles seront un peu leurs structures? Quelles sont les différentes méthodologies qu'on va mettre en place en fonction du type de banc de test et du type de système qu'on veut vérifier? Est-ce qu'on fait du combinatoire, du synchrone, synchrone simple, synchrone complexe, etc. Donc, on va aborder passablement de choses sur comment essayer de réaliser un banc de test correctement. Donc, pour commencer, fonctionnement d'un banc de test. Donc, évidemment, l'idée, c'est de tester un circuit. On va essayer de placer des valeurs à l'entrée de ce système, attendre un certain temps, récupérer ce qu'on a en sortie, et puis, en parallèle, calculer une référence. Donc, qu'est-ce que j'aimerais attendre à la sortie de mon système? Et après le délai d'attente, on va pouvoir comparer les valeurs observées avec les valeurs de référence qu'on aura calculées. Et puis, évidemment, si ça ne matche pas comme il faut, si ça n'est pas correct, on va générer une erreur. On verra ce qu'on peut mettre en place aussi pour loguer ce qui s'est passé en termes d'erreur. Donc, structure standard d'un test bench. On va se retrouver avec l'idée toujours que le test bench aura le nom de l'entité qu'on va tester, underscore TB derrière. Comme ça, on sait toujours à quoi est-ce qu'on doit appliquer ça. Donc, dans ce test bench, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver notre DUT, Design Under Test. Vous verrez de temps en temps Design Under Verification, dans le sens où ça pourrait être voilà, Verification ou Test. Il y a pas mal de gens qui s'entretuent en fait pour savoir comment est-ce qu'on devrait nommer les choses. On pourrait argumenter que là on fait de la vérification en simulation et puis le test correspond au test sur le système réel. Et voilà. Vous verrez de temps en temps DUT, de temps en temps DUV, ça dépendra. Donc ça c'est notre système synthétisable. Et puis, simplement, on peut avoir un process à côté, un process VHDL, dans lequel on va générer les stimuli et vérifier directement les sorties. C'est-à-dire qu'on va générer des stimuli, récupérer les signaux observés, et puis vérifier directement que ce qu'on a en sortie du DUT est effectivement ce qu'on attendait. Et puis évidemment, donc on va générer des erreurs si les choses ne se sont pas passées correctement. On peut imaginer les choses un petit peu différemment, c'est-à-dire avoir deux processus différents, un qui va générer des stimuli qu'on va envoyer au DUT, et puis un autre qui va vérifier ce qui se passe sur les sorties. Donc ça, c'est des choses, on va essayer de découpler en fait un peu plus la partie génération, la partie vérification, d'accord, qui permettra de travailler sur différents éléments d'un banc de test, ça sera plutôt logique. Et puis ça, donc on peut le faire dans deux processus différents, avec toujours l'idée de, évidemment, générer une erreur. Et puis on peut le faire dans un fichier différent. Là, c'est l'idée qu'en fait, on a une hiérarchie où le banc de test, il instancie un DUT et il instancie un testeur. Le testeur étant, en gros, le DUT inverse, c'est-à-dire que tous les ports d'entrée au DUT seront des sorties au testeur, et tous les ports de sortie du DUT seront des entrées au testeur. D'accord? Et donc le test bench, lui, il est juste responsable d'instancier ces deux composants, et ensuite, ces deux composants sont les deux réalisés dans des fichiers différents. On peut avoir l'idée de calculer aussi la référence via un algorithme, un peu plus complexe que juste je fais un calcul tout simple. À ce moment-là, on aura une idée de générer un stimuli qu'on va pouvoir envoyer au DUT. Le DUT nous retourne des observés, et puis ces stimuli vont servir à un processus qui va calculer les références. D'accord? Et puis ensuite, on a un autre processus responsable de vérifier que les signaux observés correspondent à ces références. D'accord? Et puis on peut imaginer que l'algorithme est relativement complexe pour le calcul de référence. Ça pourrait être aussi quelque chose où on va appeler un logiciel externe, par exemple. Encore une fois, on peut avoir une structure sans hiérarchie, comme ici, d'accord, avec juste évidemment un signal de synchronisation entre le générateur de stimuli et la vérification pour savoir quand est-ce qu'on va devoir vérifier quelque chose. Et puis on a cette même version avec hiérarchie, c'est-à-dire que là, l'idée est que tout ceci se met de nouveau dans un module testeur qui aura les interfaces opposées par rapport au DUT. Maintenant, dans la pratique, on se retrouve assez souvent avec quelque chose d'un peu plus complexe que
juste un compteur ou juste une ALU à tester, qu'on se retrouve souvent avec deux interfaces, voire plus, avec notre DUT. Typiquement, un DUT on imagine un contrôleur mémoire, par exemple. Un contrôleur mémoire, il aura une partie synchrone qui interagit avec l'intérieur de notre FPGA, notre design, et puis il aura une partie asynchrone qui va interagir avec la mémoire réelle qu'on aura à l'extérieur. Donc on a d'une certaine manière deux interfaces différentes. Dans un cas comme ça, on va se retrouver avec l'idée que d'un côté, on va tester un bus, peut-être ici un bus synchrone, donc on est sur la même horloge, avec des stimulations et des observés. Vérification de ce qui se passe aussi sur ce bus. Génération d'erreurs potentielles. Et puis de l'autre côté, un autre bus qui peut être test de l'application au sens large, en disant là c'est peut-être la mémoire que mon contrôleur de mémoire doit contrôler, qui doit aussi générer des signaux qui vont être envoyés au DUT, et qui va observer aussi des choses qui se passent. Potentiellement, il va aussi pouvoir générer des erreurs. Et potentiellement, il y a aussi une synchronisation à mettre en place entre, ici, la partie test du bus et la partie test de l'application. Ça dépendra évidemment de ce qu'on est en train de tester. On peut imaginer des choses beaucoup plus complexes que ça. On pourrait imaginer que votre DUT, c'est un switch PCI Express à 8 ports. À ce moment-là, on se retrouve avec 8 agents, chacun connecté à un de ces ports, qui vont tous envoyer, récupérer des paquets et vérifier que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc c'est quelque chose qui va s'étendre passablement et puis qu'on retrouve dans beaucoup d'applications qu'on réalise. Une autre chose qui se fait aussi pas mal, c'est le fait d'avoir une référence. C'est-à-dire que à partir des spécifications du projet, d'un cahier des charges, on va pouvoir écrire une référence. Ça pourrait être, j'écris un script Python pour calculer des sorties par rapport à mes entrées. Ça peut être, j'ai fait du MATLAB parce que je fais du traitement du signal. Ça me permet de valider l'idée de quel calcul on veut faire en fait avec un client potentiel ou avec un chef de projet. Cette référence, en fait, on peut la réutiliser. On peut déjà l'utiliser donc de base pour juste générer des stimuli et puis voir ce qui se passe en sortie. Ça permet de valider en fait le système qu'on veut faire avec le chef de projet ou un client. Et après, ça, on va pouvoir le réutiliser en disant, dans la réalisation du projet, je peux récupérer ma référence, je vais la mettre en parallèle de mon DUT, je vais stimuler les deux, et puis les deux vont me retourner des valeurs. D'une part, les références, d'autre part, les observer. On garde cette idée aussi ici qu'on a des noms de signaux qui seront pertinents, ce qu'on va garder dans nos test bench, underscore STI en postfix, pour les stimulations, underscore ref pour les références, underscore ops pour les observer. On va garder ça comme méthodologie. Et puis, du coup, on peut avoir une vérification des sorties. Ce qui est intéressant avec cette ref, c'est que potentiellement, ça peut être du VHDL non synthétisable, par exemple, mais ça pourrait être aussi du MATLAB, ça peut être du C, donc typiquement avec les outils actuels, où on peut déclarer une entité dont l'architecture, en fait, n'est pas une architecture faite en VHDL, mais qui sera un programme, une librairie dynamique qui sera chargée au lancement de la simulation. Ces librairies dynamiques, il y a toute une API en fait pour développer une librairie comme ça, avec typiquement une fonction qui sera appelée au lancement de la simulation, dans laquelle on va pouvoir dire j'aimerais que tu m'appelles telle fonction C à chaque fois que tel signal a changé de valeur, et puis avec laquelle on va pouvoir agir aussi sur les différents éléments du système, et aller vérifier ce qui se passe dans tout le système. Donc c'est assez puissant en fait comme mécanisme, et du coup, sachant qu'on a du code C qui va interagir avec notre VHDL, depuis notre code C, on peut interagir aussi avec n'importe quel autre programme de manière assez facile. Donc on a une bonne flexibilité là autour. Voilà, donc ici, encore une fois, la vérification des sorties qui va générer des erreurs potentielles. Le fait qu'il faut aussi synchroniser les choses correctement, puisque potentiellement il y a plusieurs cycles d'horloge avant qu'il y ait quelque chose en sortie à observer. Et donc il ne faut pas vérifier juste bêtement tout le temps, mais il faut vérifier à des moments pertinents dans notre simulation. Voilà, donc la même chose, on peut le faire évidemment avec une structure hiérarchique. Donc ça, c'est plutôt pour vous montrer à quel point on peut faire des dessins magnifiques en TIX avec LaTeX, d'accord? Mais voilà, on peut imaginer qu'on a tout ça dans un testeur à côté qui va avoir deux fois les mêmes ports, une fois pour la référence, une fois pour le DUT. Donc ça, cette première partie, ça présentait un petit peu, au sens large, la structure générale qu'on pourrait observer dans ces bancs de tests. D'accord? Et après, ce qu'on va mettre à l'intérieur de ces générations, de ces vérifications, va pas seulement dépendre de ce qu'on teste. Est-ce qu'on teste des systèmes combinatoires, des systèmes séquentiels simples, complexes ou autres? Ça sera pour la suite de cette présentation.